Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des Matins du Sénat, une émission spéciale consacrée à la réforme des retraites. Toute la journée, le Sénat organise un colloque sur cette question cruciale, car l'exécutif l'a annoncé, il entend réformer le système des retraites en profondeur et d'ici l'été 2019. Avec un défi majeur, remplacer la quarantaine de régimes actuellement existants par un système unique. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, reçoit les partenaires sociaux depuis le début de la semaine, signe de l'accélération de cette réforme. Première étape des discussions, créer ce système universel commun à tous les actifs voulu par Emmanuel Macron. Suivront ensuite les aspects de redistribution, puis les droits familiaux et l'égalité hommes-femmes. Enfin, les derniers aspects de la réforme, ceux liés au financement, à la gouvernance ou encore à la transition vers le futur système. Ces aspects seront évoqués à l'automne. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est de simplifier notre système de retraite, car en France, un actif sur 3 a cotisé dans sa vie à au moins 4 régimes de retraite. Mais pour certains syndicats, cette réforme ne doit pas être l'occasion de, je cite, bazarder les statuts. Ainsi, pour la CFDT, par exemple, il ne s'agit pas de faire une réforme pour faire des économies. Enfin, une dernière information, cette réforme des retraites pourrait s'appliquer dès 2025. C'est donc la génération née en 1963 qui serait la première à voir les effets de ce nouveau système. C'est dans ce contexte que le Sénat a souhaité organiser cette importante journée de discours et de débats sur la question des retraites. Nous vous proposons tout d'abord d'écouter les discours d'ouverture du président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que celui d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et on se retrouve juste après. Madame la ministre, chère Agnès Buzyn, monsieur le haut-commissaire, cher Jean-Paul Delevoye, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur pour les retraites, monsieur le rapporteur de la MEX, mes chers collègues, monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis heureux d'ouvrir ce matin ce colloque sur l'avenir des retraites. D'ailleurs, le premier est sur ce sujet, en compagnie de la ministre des Solidarités et de la Santé et du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Cette idée est née d'une rencontre que nous avons eue au début de l'année. Et cette rencontre, nous l'avons partagée avec Alain Milon. Et il nous semblait important que ce colloque ait lieu ici. Et je vais vous en donner quelques raisons. Je remercie le président Milon, ses collègues ainsi que le secrétariat de la commission des affaires sociales pour tout l'apport qui a été le leur à la préparation de ce colloque. Ce colloque, nous y tenions pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que la sauvegarde de notre régime de retraite est au fond au cœur de notre pacte social et républicain. On ne peut pas traiter à la légère ni croire qu'un coup de baguette magique suffira à le transformer. Ensuite, car le Sénat a toujours eu à cœur de contribuer aux réflexions et aux évolutions de notre système de retraite, il n'hésita pas, le Sénat, en 2010, à faire adopter un amendement sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique. Nous étions des précurseurs, et tant Alain Milon que Jean-Marie Van Lerenbergh s'en souviennent sûrement de manière très précise. Le sujet de la réforme systémique n'est donc pas tabou ici. Au contraire, comment ne pas partager l'objectif d'un régime unifié ou universel? Point d'interrogation. Il nous paraît compréhensible par les assurés, sans doute plus équitable, et qu'il soit à point ou par compte notionnel. Ce régime paraît, en première approche, plus facile à piloter. D'ailleurs, ce matin, conjonction des calendriers, j'aperçois le questeur délégué qui me rappellera à l'ordre dans quelques minutes. Je ferai d'ailleurs ce matin au bureau du Sénat une communication sur les évolutions du système de retraite ici au Sénat, évolutions qui prendront naturellement en compte la future réforme une fois adoptée. Cette approche, qui est
la mienne me permet aussi aujourd'hui de mettre en garde. Il n'y aurait pas d'un côté des conservateurs qui ne jureraient que par les bonnes vieilles réformes paramétriques qu'elles portent sur l'âge de départ ou la durée des cotisations. Et de l'autre, des partisans, entre guillemets, d'une vraie réforme, celle conduisant à un grand régime universel de retraite, qu'il soit par points ou fondé sur des comptes notionnels. Méfions-nous des tentations du grand soir qui font que l'on se réveille le matin parfois avec la gueule de bois. La réalité est plus complexe. Nos 42 régimes sont aussi le fruit de l'histoire sociale de notre pays, ne l'oublions jamais. Et qu'on ne gomme pas l'histoire sociale parce qu'elle porte aussi des projets, des aventures et des défis humains et collectifs. Ils sont le résultat de compromis aussi, qu'ils soient sociaux ou professionnels, auxquels les assurés de ces régimes sont attachés. Il faudra en tenir compte. La brutalité peut parfois paralyser les réformes qui sont pourtant nécessaires. L'exigence de régimes complémentaires, s'ajoutant à un régime de base plafonné et géré par les partenaires sociaux eux-mêmes, rend d'autant plus délicat, voire difficile, la perspective d'un régime unifié. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux ont-ils moins bien géré leur régime complémentaire que l'État? Point d'interrogation. Ont-ils été moins courageux que lui pour prendre leur part des efforts nécessaires? Point d'interrogation. Je n'en suis pas certain, comme le montre l'exemple récent de l'accord Agirc-Arrco. Chacun sait ici que je crois profondément, et je sais que le haut-commissaire partage avec moi, au rôle des corps intermédiaires, et que je pense que rien ne peut se bâtir sans dialogue et concertation, dans le respect mutuel des interlocuteurs. Je pense, Madame la Ministre, que c'est aussi votre conviction. Vous l'avez montré au cours de ces derniers mois. Vous savez combien il est important de se réunir autour de principes communs et de diagnostics partagés. Les travaux du corps nous ont justement permis ces dernières années de poser des diagnostics. Et je voudrais saluer ces travaux. Et tout récemment, le corps a bien montré la complexité d'un exercice de mise à plat de nos différents régimes, mise à plat indispensable pourtant pour apprécier objectivement leurs différences, pérenniser ou corriger leurs spécificités. Le corps a également mis l'accent sur la difficulté de la période de transition pour la bascule vers un nouveau régime unifié. Comment, dans ce cadre-là, ne pas redouter deux écueils? Que l'on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que l'on ne prenne pas les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la prochaine décennie, premier écueil. Pire encore, que la recherche de ce régime unique conduise à des dépenses supplémentaires pour des raisons d'échelle de perroquet faciles à imaginer, voire à faire main basse sur les réserves des régimes complémentaires, comme certains le redoutent, voire des prélèvements supplémentaires. C'est l'intérêt des travaux de cette journée, de commencer à éclairer sur l'état de nos régimes de retraite et les réformes déjà faites. C'est d'ailleurs le programme de la matinée. Vous aurez ensuite cet après-midi un éclairage sur des exemples étrangers et le cadre qui pourrait être celui d'une réforme systémique. Inutile d'insister sur la qualité d'ailleurs des différents intervenants que je salue. Merci à chacun d'entre eux d'avoir accepté de participer, de contribuer à ce colloque dont on voit bien qu'il est en train d'initier un mouvement. Nous avons fait collectivement le choix d'un colloque pédagogique. C'est la raison pour laquelle une plage de temps n'a pas, pour ce colloque, été réservée aux différentes organisations, qu'elles soient syndicales ou patronales. Mais je crois qu'il faudra prévoir, nous l'évoquions avec le haut-commissaire, un nouveau colloque, le moment venu, lorsque on en saura plus sur les intentions du gouvernement, et cela leur permettra de faire valoir leur analyse et d'en débattre. C'est en tous les cas ma proposition. Aujourd'hui,
c'est le temps de la mise en perspective. Au moment où la période de concertation avec l'ensemble des acteurs sociaux s'ouvre sous votre houlette, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous me permettrez, pour conclure, de citer un président de l'Assemblée nationale, un ministre des Affaires sociales, dont chacun sait avec qui j'ai beaucoup partagé, et qui nous livre peut-être une feuille de route, et je le cite. Le libéralisme à construire est un libéralisme corrigé. Corrigé par les impulsions d'un État dont le rôle, dans une période de mutation telle que celle que nous avons à vivre, est moins que jamais discutable. Le libéralisme de demain doit accepter un tempérament de grandes conséquences, celui de la sauvegarde d'un système de protection sociale aussi complet et exemplaire que possible. C'est la condition de l'équilibre de notre société, c'est la garantie du maintien de l'ordre public, c'est l'assurance que les mutations pourront s'exprimer autrement que dans le trouble et la révolte. Vous avez tous reconnu les propos de Philippe Séguin, ils auraient pu être écrits hier soir pour la situation de notre pays et le colloque d'aujourd'hui. Devant présider le Sénat, je ne pourrai participer à vos travaux ce matin, je retrouverai un certain nombre d'entre vous ce midi, mais je vous souhaite vraiment un fructueux colloque qui soit en quelque sorte une amorce. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux au Sénat, dans cette salle Clémenceau. Vous voyez que les vrais rendez-vous, ils ont d'abord lieu au Sénat. Très bonne journée. Monsieur le Président, cher Gérard Larcher, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Jean-Paul Delevoye, Messieurs les rapporteurs, bien sûr, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi de venir aujourd'hui participer à vos travaux sur les retraites. D'abord, je remercie le Président Gérard Larcher parce que vous avez pris cette initiative d'une journée de travail qui sera, je n'en doute pas au regard de la qualité des intervenants, un moment très riche d'enseignement. Le Sénat est depuis de nombreuses années particulièrement attentif à la situation des retraites et aux évolutions de notre système, notamment au regard des grandes décisions prises en la matière par nos voisins européens. Les travaux d'études et d'évaluation que le Sénat a menés depuis le début des années 2000 l'ont conduit très tôt à se montrer favorable à une réforme d'ampleur et à une réforme qu'on appelle aujourd'hui systémique de notre système. Il faut ainsi rappeler, même si vous tous ici le savez bien, que le 7e rapport du Conseil d'orientation des retraites, celui du 27 janvier 2010, intitulé « Retraite, annuité, point ou compte notionnel », répondait à une demande du Parlement et à l'origine à un amendement de la Commission des affaires sociales de la Haute Assemblée, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Au cours de la campagne présidentielle, le Président de la République a annoncé qu'il procéderait à la construction d'un système universel de retraite par répartition qui serait capable, en particulier, d'apporter la simplification à laquelle nos concitoyens aspirent légitimement, de résoudre les inégalités de traitement qui sont aujourd'hui nombreuses et qui sont inévitables dans un système qui comporte 42 régimes et autant de règles différentes, d'accompagner et de faciliter les mobilités professionnelles en épousant les besoins des parcours au travail au lieu de raisonner en termes de statut et de carrière. Ne nous y trompons pas, Mesdames et Messieurs, les réformes du système qui se succèdent depuis 20 ans ont été nécessaires. Elles ont permis de conserver aux Français un système de retraite qui comporte un niveau élevé de solidarité. Mais ce système très sophistiqué répond de plus en plus difficilement aux évolutions rapides du monde auquel nous participons. Évolution du travail, évolution sociale, évolution des modèles familiaux,
Et cette difficulté croissante à répondre aux attentes et aux besoins de nos concitoyens crée une inquiétude qui est renforcée par l'effet cumulatif des réformes du passé. C'est cela que pensent nos concitoyens. À force de réduire les droits, que restera-t-il quand moi, je serai âgé? Lequel d'entre nous, dans sa famille, dans son travail, n'a jamais entendu un jeune, un enfant, un petit enfant, affirmer que lui n'aura pas les mêmes droits à la retraite? Nous avons l'obligation de répondre à cette inquiétude. Répondre à cette inquiétude, c'est répondre aux exigences de lisibilité et de simplification que nos concitoyens réclament. C'est rétablir le sentiment d'équité et d'égalité. C'est faire en sorte, et je cite ici le programme présidentiel, que 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Ce chantier considérable ne doit pas être et ne sera pas une énième réforme des retraites. Ce sujet n'est pas, contrairement aux apparences, une question technique. C'est un projet de société qui relève du débat démocratique. Il s'agit d'adapter notre système de retraite aux nouveaux besoins de notre société et de le rendre capable de s'adapter aux besoins qui vont émerger et s'amplifier dans le futur. Il ne s'agit pas de réformer pour réformer ou de réformer pour réduire les droits ou pour les niveler par le bas. Ce chantier, mesdames et messieurs, va nous offrir l'occasion de revisiter un grand nombre de dispositifs et de nous interroger, pour chacun d'entre eux, sur son adaptation aux besoins actuels et aux besoins futurs. Il va par exemple nous permettre de réfléchir aux besoins qui sont aujourd'hui mal pris en compte. Je pense ici aux besoins des aidants, des personnes malades, des personnes dépendantes ou handicapées. De nous pencher sur les situations qui sont mal compensées, comme les débuts d'activité des jeunes, en particulier pour les jeunes indépendants. De réfléchir à la prise en compte des choix familiaux et conjugaux. Je ne veux pas tous les citer, mais il s'agit de revisiter les solidarités et rendre notre système de retraite capable de générer des droits nouveaux. C'est cela, relever le défi de la modernité. Ce travail demande du temps et ne peut pas être conduit dans la précipitation. C'est tout le sens de l'importante mission que le Président de la République et le Premier ministre ont confiée à Jean-Paul Delevoye. Il a fait le choix de conduire sa mission dans le cadre d'un dialogue constructif qui permette à chacun d'exprimer son opinion, ses attentes, exposer ses arguments. Cette méthode, elle associe très largement les partenaires sociaux qui sont des acteurs essentiels de notre système de retraite. Elle associe les citoyens au travers d'une vaste consultation citoyenne qui sera initiée avant la fin du mois de mai. Elle associe également les parlementaires et l'organisation de ce colloque par le Sénat en est évidemment une illustration. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous de la démarche? Jean-Paul Delevoye, depuis son arrivée, a rencontré l'ensemble des membres du gouvernement responsables de départements ministériels concernés par la réforme des retraites, soit 16 ministres et secrétaires d'État. Il a également rencontré les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, les présidents des commissions intéressées des deux assemblées, leurs rapporteurs. Son équipe a rencontré l'ensemble des gestionnaires des régimes. Le haut-commissaire a effectué plusieurs déplacements en Italie, en Suède, tout récemment en Allemagne, pour faire un point sur les résultats des réformes initiées dans ces pays, réformes qui avaient été présentées en leur temps comme des réformes emblématiques. À chaque fois, il a été accompagné de parlementaires, dont pour le Sénat, M. Van Lorenberg, M. Savary, que je salue pour leur implication. Il a également engagé des échanges riches et directs avec toutes les confédérations syndicales, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, UNSA, avec les organisations patronales, CPME, MEDEF et UDP, ainsi qu'avec la FNSEA. Vous le voyez, au terme de ce rapide et sommaire tour d'horizon,
Le dialogue constructif que Jean-Paul Delevoye a proposé au gouvernement est d'ores et déjà amorcé. Il va se dérouler tout au long de cette année et au terme de ces travaux, et au vu des préconisations du haut-commissaire, le gouvernement prendra ses responsabilités et formulera des propositions en vue de la création d'un système universel de retraite qu'il soumettra au débat parlementaire. Pour conclure ce propos introductif, je voudrais saluer une nouvelle fois l'occasion qui nous a été donnée par Monsieur le Président Larcher et les organisateurs de ce colloque, qui ont réussi à élaborer un programme passionnant avec des interlocuteurs de tout premier plan, dont l'expérience et la vision vont nous être très précieuses. Je vous remercie donc tous d'être présents aujourd'hui et vous souhaite une très belle journée de travail et de réflexion. Je vous remercie. Voilà pour ces discours introductifs. Place désormais au débat. Au Sénat, nous vous proposons de suivre les discussions autour du thème de la méthode en matière de réforme des retraites avec 3 invités. L'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, ministre de 2012 à 2017. Face à elle, l'ancien patron de la CGT, Bernard Thibault, qui a été à la tête de ce syndicat de 1999 à 2013. Et enfin, 3e et dernier débatteur, Raymond Soubi, l'ex-conseiller social sur ces questions auprès de Nicolas Sarkozy. Tous vont pouvoir partager leur point de vue sur la question de la méthode. Direction la salle Clémenceau du Sénat, et c'est Oriane Mancini qui anime ce débat. Pour cette table ronde intitulée « Réformer les retraites, quelle méthode ?» Nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnalités qui ont été chacun acteurs d'une ou plusieurs réformes des retraites. Mesdames, Messieurs, on a envie de vous entendre sur la méthode que vous avez employée pour mettre en œuvre ces réformes, pour les négocier ou pour les combattre. Je vous présente Raymond Soubi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société de conseil Alixio et vous êtes l'ancien conseiller social du président de la République, Nicolas Sarkozy. Merci d'être là. Marisol Touraine, bonjour. Vous êtes ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé sous le quinquennat de François Hollande. Bonjour et merci d'être là également. Et enfin, Bernard Thibault. Bonjour, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ancien secrétaire général de la CGT entre 1999 et 2013. Merci également à vous d'être là. Alors, on va, je le disais, parler de la méthode pour mettre en œuvre une réforme des retraites. Et je voudrais d'abord vous entendre, notamment Marisol Touraine et Raymond Soubi. Vous avez tous deux mené ou inspiré des réformes des retraites. Quel souvenir marquant, quelle anecdote vous revient en mémoire à ce sujet? Raymond Soubi. Écoutez, le sujet est trop sérieux pour commencer par des anecdotes. Mais je vais en citer une qui est antérieure à mon criminel séjour au moment de la réforme des retraites. Qui date donc d'il y a 12 ans. Un jour, il y avait un professeur américain qui se promenait en Europe pour étudier les différents régimes de retraite. Donc, il me demande rendez-vous et il vient me voir. Et il comprend très vite ce qu'est un régime de répartition. Et il me dit, au fond, votre système, c'est un système dans lequel les actifs paient pour les retraités. Je lui dis, mais vous avez exactement tout compris. Et il me dit, mais qui paie pour les actifs? Ben, je lui dis personne. Il me dit comment personne? Je lui dis solidarité des générations, les générations futures. Mais est-ce que les actifs, poursuit-il, sont convaincus que les générations futures vont être aussi aimables à leur égard que le sont les générations présentes? Je lui dis on peut le supposer. Il me dit mais est-ce qu'on en est sûr? Je lui dis non. Il me dit mais avec un système pareil, les gens ne sont pas dans la rue. Et je lui réponds, si, ils sont dans la rue, mais pour le défendre. Il est parti absolument écœuré. J'ajoute une deuxième... Je franchis d'un seul bond 12 ans. Et je vois à la télévision, l'autre jour, le plus haut personnage de l'État face à une dame retraitée. Et... la dame retraitée n'était pas contente, sans doute à tort, sur les histoires de CSG. Et le président de la République lui dit « Madame, il faut que je vous explique que les actifs paient pour les retraités. » Toujours la même histoire.
Et elle le regardait, quand on le voyait sur nos écrans de télévision, avec un air de profonde incompréhension. Elle lui disait « Mais monsieur le Président, moi j'ai cotisé pour ma retraite. » Bon. Ce qui veut dire que cette dame, elle était dans un système de capitalisation mentale. Bon. Alors que nous ne sommes pas dans un système de capitalisation ni mentale ni pas mentale. Ces deux anecdotes pour dire que sur les sujets des retraites et sur la question des méthodes, il y a un point très important qui est la représentation, que les gens ont des systèmes de retraite qui ne correspondent pas toujours à ce qu'ils sont vraiment. Et que donc cet aspect psychologique-là est à prendre en compte dans toutes les réformes passées, présentes et à venir. Merci beaucoup, Raymond Souvy. Marisol Touraine, vous avez mené une réforme des retraites sous le quinquennat de François Hollande. Quel souvenir en gardez-vous ? Je ne voudrais pas non plus évoquer maintenant des souvenirs liés à la mise en place de cette réforme en particulier. Merci pour le micro. Parce que précisément, je crois, comme Raymond Soubry, que ce sont des sujets qui sont profondément ancrés dans notre culture personnelle, politique, et que donc ce ne sont pas des anecdotes qui méritent d'être rapportées, mais des perceptions politiques. Je me souviens qu'après avoir fait passer la réforme assez facilement, je dois dire, l'avoir fait voter auprès d'une majorité dont chacun sait qu'elle n'était pas toujours extrêmement simple, et qui l'a votée de façon très large. Après avoir constaté que la mobilisation dans la rue avait été quasiment nulle, je me souviens d'une discussion avec un observateur, des personnalités françaises qui me disent « Mais puisqu'il n'y avait personne dans la rue, est-ce que vous n'auriez pas pu, je cite, taper plus fort ?» Et je me suis dit, quand même, drôle de mentalité dans ce pays où on considère que l'étalon de la réforme, l'étalon de la transformation, c'est le nombre de manifestants. Comme si on ne pouvait pas faire l'hypothèse que, au fond, la négociation, la concertation, la discussion, l'air du temps aussi, c'est-à-dire la capacité disons, de compréhension ou d'acceptation à un moment donné d'une réforme. Une même réforme peut être insupportable à un moment et acceptable quelques années plus tard. Mais voilà, et je me suis dit, quand même, drôle d'idée que d'imaginer qu'en France, on ne puisse pas discuter, dialoguer et franchir des étapes importantes. Et la deuxième chose, c'est que je suis absolument convaincue que le système de retraite, comme le système de santé d'ailleurs, mais de manière un peu différente, mais le système de retraite est perçu par les Français comme un des éléments de leur histoire, de leur identité et au fond, ce qui leur permet d'affronter l'avenir avec, et on y reviendra sans doute, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'inquiétude et beaucoup trop d'inquiétude d'ailleurs sur la réalité du système que ce qui se justifie. On va en reparler, hein, Marisol Touraine, mais avant Bernard Thibault, vous, quel souvenir gardez-vous des combats syndicaux que vous avez menés contre ces réformes des retraites ? Bonjour. Qu'est-ce que j'ai gardé comme le nombre de kilomètres parcourus à pied? Vous vouliez une anecdote? Oui, parce il se trouve que j'étais invité au titre des anciens combattants sur le sujet. Alors je précise que je ne suis absolument pour rien sur le choix de la couleur rouge quant au badge vous permettant de rentrer dans ce colloque. Voilà, c'est ainsi. Moi, si vous voulez, je commencerai par donner plus de volume à ce que j'ai déjà entendu de la part du président Larcher, ça va peut-être vous étonner, à propos des retraites. D'abord, considérer qu'effectivement, c'est au cœur du pacte social et républicain du pays. Et donc, ça ne peut pas être que des caisses enregistreuses qui résolvent cette question-là, la définition du pacte social et républicain. C'est aussi, la ministre nous l'indique, un choix de société. Et donc,
pour définir un choix de société, il faut donc une méthode qui y participe. Je aborde la question de la méthode. Or, sur ce sujet-là, au fil du temps, on a très largement glissé, parce que je rappelle que dans notre histoire, à l'origine, les représentants des salariés, puisque là, on parle du régime de retraite dont la grande majorité est salariée, étaient majoritaires dans la gestion du dispositif. Alors, ça peut apparaître très loin, et c'est effectivement très loin, et au fil du temps et des réformes, pour une sorte de dépossession. Et donc là, la méthode va être très importante quant à permettre à la fois au vrai débat de s'installer, qui ne touche pas, même si c'est important et personne ne le néglige, la dimension gestionnaire des moyens, des fonds nécessaires au financement des retraites, mais qui renvoie à un certain nombre de choix avec de multiples considérations. La retraite, de manière contradictoire, ça renvoie aussi à la situation de travail. Et Madame Moreau évoquait, mais d'autres intervenants, par exemple, les régimes spéciaux, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, de manière un peu tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. On va parler de cette question des régimes spéciaux tout à l'heure. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais un de ces éléments, c'est que dans le pacte social de certaines professions, il a été convenu historiquement, alors faut-il remettre en cause tout cela? Après tout, aucun débat n'est interdit, mais que dans les dispositifs sociaux, au vu d'un certain nombre de contraintes, la manière de récompenser socialement ou de reconnaître certaines situations spécifiques était d'accepter des conditions particulières de retraite. Il est évident que si on remet à plat ou en cause certaines de ces dispositions, il faut accepter de remettre à plat l'ensemble du pacte social d'une profession. Et ça, on ne peut pas prendre uniquement les petits bouts qui intéressent à un moment donné. Donc moi, voilà, le premier message, c'est au vu de l'expérience, et encore une fois, je tiens à mon mandat aujourd'hui d'ancien combattant, et je ne vais pas au-delà, à l'expérience, les questions de méthode participent à permettre ou pas d'aborder les questions de fond. Et sur ce sujet-là, il faut permettre au plus grand nombre de Français de participer au débat, et qui dit débat dit l'acceptation dans une démocratie d'approches qui peuvent être contradictoires. Alors justement, on va rentrer dans ces questions de méthode, qui est l'objectif, le but de cette table ronde. On va parler de vos réformes respectives. Marisol Touraine et Raymond Tsoubi, qui défendez-vous la réforme notamment de 2010 faite sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Marisol Touraine, on va commencer avec vous. Avant que vous nous disiez ce qui vous a poussé à faire cette réforme, est-ce que vous pouvez nous en rappeler brièvement les grandes lignes de cette réforme que vous avez faite en 2014 ? Oui. Je vais dire un mot, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Bernard Thibault, parce que, pour le coup, je crois que c'est un peu l'essentiel d'une réforme, quelle qu'elle soit et quel que soit son contenu. Si les Français sont prêts à descendre dans la rue pour défendre leur système de retraite, c'est pas simplement parce que ils sont, diront les uns, conservateurs, parce que ils ont, diront les autres, une envie d'avoir toujours plus ou toujours mieux. C'est parce que ils ont la mémoire même inconsciente de ce que, en 70 ans, l'un des grands acquis de notre système social, c'est que la pauvreté dominait chez les personnes âgées il y a 70 ans, et qu'aujourd'hui, elle a, pour beaucoup, disparu. Elle peut revenir avec des carrières professionnelles qui sont hachées. Mais au fond, la retraite, c'est ce qui permet aussi à notre société, c'est ce qui a permis à notre société de se développer, d'avancer, et c'est un pacte social entre les générations. Et donc, on ne touche pas à cela n'importe comment. Et moi, je suis assez sensible au fait qu'on ne peut pas dire « je touche à la retraite », sans toucher à d'autres éléments, parce qu'on peut dire, par exemple, on a défini des conditions de retraite qui sont assez favorables, mais à l'inverse, le salaire pendant toute la carrière est moins important que ce qu'il aurait pu être dans d'autres situations. Et donc, la retraite, ça fait partie d'un tout. C'est le prolongement de la vie professionnelle. Alors, précisément pour cette raison-là, on ne peut pas considérer que les enjeux financiers sont des enjeux secondaires. Et donc la première raison pour laquelle moi j'ai été amenée à faire une réforme des retraites, c'est que j'ai constaté qu'il y avait un déficit
un déficit qui était là, malgré des réformes qui avaient déjà eu lieu, qui avait un déficit important, et qu'on ne peut pas dire en même temps, pour reprendre la formule du moment, on ne peut pas dire je veux garantir l'avenir des retraites et je ne me préoccupe pas de la situation financière des régimes de retraite. Et donc la raison pour laquelle j'ai engagé cette réforme, c'était premièrement pour garantir l'équilibre financier des régimes de retraite, deuxièmement pour garantir un régime par répartition, parce que c'était pour moi une ligne rouge, et troisièmement, pour pouvoir continuer sur le chemin du progrès social et de la justice sociale, parce que la retraite, c'est aussi un ensemble de droits qui doivent pouvoir s'améliorer au fil du temps. Et donc, la réforme que j'ai fait voter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle s'appuie là-dessus, c'est des mesures d'économie qui étaient nécessaires, et la plus importante a été l'allongement de la durée de cotisation, dont je considérais que c'était plus juste que le relèvement de l'âge légal, parce que si vous commencez à travailler jeune, vous faites 43 ans, vous partez à la retraite plus tôt que si vous avez commencé à travailler à 25 ans, alors que si on dit l'âge de retraite c'est tel âge, c'est le même pour tout le monde. Deuxième ensemble de mesures, il y a eu des avancées pour des catégories de population qui étaient plus fragiles, les travailleurs précaires. On peut partir, on a des droits qui sont validés dès qu'on travaille quelques heures, alors qu'avant il fallait travailler beaucoup plus pour valider ces droits. Les femmes, par exemple, les congés maternité entrent complètement en ligne de compte pour la retraite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les jeunes, avec l'apprentissage qui est mieux reconnu. Et puis, troisième mesure qui, pour moi, était, alors je dois le dire, identitaire, c'est la pénibilité. C'est-à-dire que tout le monde devait faire des efforts. J'ai insisté là-dessus, on y reviendra peut-être, y compris les régimes spéciaux. Tout le monde devait faire des efforts pour sauver le régime de retraite, mais ces efforts ne pouvaient pas être les mêmes pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler jeunes, il y a des gens qui ont eu des métiers pénibles, et ça a été un combat. C'est-à-dire que dans cette réforme des retraites, il a fallu convaincre de la nécessité de faire des efforts, et puis il a aussi fallu convaincre d'autres de la nécessité que, quand on avait travaillé dans des conditions pénibles, il fallait que ça soit reconnu au moment de la retraite. Et je suis heureuse de voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette réforme-là n'est pas mise en cause. Raymond Soubi, vous qui avez inspiré la réforme précédente, juste avant celle de Marisol Touraine, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette réforme? Est-ce que ce sont aussi les enjeux financiers? À l'évidence, oui. Je rappelle qu'il y avait eu des réformes des retraites précédentes. Il y avait eu la réforme de 2003, qui avait été une réforme importante, et en particulier sur l'adaptation aux fonctions publiques d'un certain nombre de dispositifs dont elle ne relevait pas. Et ça a été possible parce que moi j'étais à l'extérieur de l'État complètement à cette époque. Il y avait un très bon ministre de la fonction publique, dont je conseille vivement qu'on le consulte sur ces sujets, qui a fait un travail remarquable de concertation et qui a réussi à ses fins, d'obtenir à ses fins. Donc, bravo. Si un jour vous le voyez, vous pourrez lui poser les questions sur la manière dont il a procédé. Bon. Donc, il y avait eu la réforme de 2003. Bien. Il y avait eu la réforme de 2008 sur les régimes spéciaux, dont Yannick Moreau parlait tout à l'heure, qui a été considérée comme quantité absolument négligeable, totalement méprisée d'ailleurs. Et on voit, en réalité, c'était une réforme forte, n'est-ce pas, Bernard Thibault? C'était une réforme forte qui s'est passée finalement sans trop de heurts. Sans trop de heurts. Non, non. Bernard Thibault étant, comme nous le connaissons, je dirais, ça aurait pu être bien pire. Donc, c'était vraiment sans trop de heurts. J'en assume la responsabilité de mes propos. Et puis donc, 2010, je reviens à votre question sur 2010. 2010, on était dans une situation épouvantable. Il y avait eu la crise de 2008, il y avait un effondrement de la croissance, car je vous rappelle qu'il y a eu un effondrement, il y a une croissance négative. Bon, donc une situation dont on n'a pas... qu'on a d'ailleurs... on est très léger, on l'a oublié aujourd'hui. Et donc, il y avait des défis financiers considérables pour la survie des régimes de retraite. Et donc, le principe qui a été pris en 2010,
ça a été, on agit sur l'âge. Je rappelle que la réforme de 2003 avait agi sur l'autre facteur, c'est-à-dire la durée de cotisation. On allie sur l'âge. On le porte de 60 à 62 ans. Ça a un effet financier mécanique très important. Et on monte très vite à 62 ans pour arriver en 2018 à un équilibre. C'était ça le dispositif. Et la méthode a été une méthode que je déteste. Parce que moi, je suis pour les corps intermédiaires, je suis pour les discussions, et l'ampleur du défi était telle qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre sur le contenu de la réforme. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a subi et assumé 5 journées de manifestations menées notamment par Bernard Thibault, avec un grand talent, et qui a réussi un score très fort, puisque la journée de septembre 2010, sauf erreur de ma part, a rassemblé 1 140 000 manifestants, chiffre police. D'ailleurs, globalement, assez juste. Donc, bravo, très élevé. Et en dépit de ces 5 manifestations, en dépit de débrayage dans le secteur public, à la SNCF, le gouvernement n'a pas bougé d'un iota son projet. Et il y a un sujet, je me permets de rappeler respectueusement dans cette enceinte, qui est l'âge d'annulation de la décote, qui dans le projet était à 67 ans. Et d'éminents sénateurs, et en dehors même du Sénat, membres de la majorité de l'époque, disaient « Mes enfants, quand même, faites un geste, gardez 65 ans, ne faites pas 67 ans ». C'est moi qui ai dit à Nicolas Sarkozy, de 2 choses l'une. Ou bien vous voulez atteindre votre objectif, et la négociation ne servira à rien, parce que vous ne devez rien céder, et que vous ne pouvez rien céder. Ou alors, si vous êtes honnête, et si nous sommes honnêtes, il faut dire aux organisations syndicales ce qui a été dit. On vous écoutera, mais nous ne céderons rien. Dès le départ, nous ne céderons rien. Et c'est comme ça que s'est passée la réforme de 2010. Alors, il y a eu aussi un épisode système notionnel. Jean-Claude Malice, François Chirac, qui ont poussé donc l'idée de système notionnel. Et moi, la réponse que je leur faisais, c'est « Mes enfants, si je sais ainsi m'exprimer, expliquez-moi comment un tel système va, à court terme, réussir à rétablir les comptes ». Réponse, non. Mais le Sénat a insisté, et comme le rappelait, je crois tout à l'heure, le président Larcher, il y a eu un amendement qui a été introduit dans le projet de loi qui prévoyait qu'en 2013 ou 2014, il y avait une rencontre organisée autour du système notionnel. Alors, moi, j'ai vu, après 2010, 2011, 2012, les années passées, on arrive en 2015, je me retourne, point de rencontre sur le système notionnel. Et donc, je me disais, la prochaine fois que tu verras Marisol Touraine, tu lui demanderas pourquoi ce sujet, qui était demandé par tout le monde, hein, organisation syndicale, pas la CGT, du tout la CGT. Pas du tout la CGT. Non, je dois justice que pas du tout la CGT. Mais enfin, FO non plus. Mais la CFDT, beaucoup, et un certain nombre de parlementaires, en effet, sénateurs et députés, beaucoup. Et en fait, il ne s'est rien passé. Et donc, quand le président de la République a annoncé au cours de la campagne présidentielle le système notionnel, je me suis dit, mais c'est l'engagement que le Sénat avait suggéré dans notre loi de 2010. Bon, en fait, ce n'est pas ça, bien entendu. Donc, 2010, c'est très simple. Il y avait une obligation absolue. Le gouvernement n'a pas bougé. Le gouvernement a eu une concertation. Éric Woerth a mené beaucoup d'entretiens avec les responsables des organisations syndicales. Et il n'y a pas un bout de la réforme qui a été lâché. Mais parce que nous étions, je le rappelle, dans une situation exceptionnelle. Je rappelle 2008, marché interbancaire interrompu. Je rappelle en 2008, pardon de revenir sur ça, les présidents de PSA et de Renault demandant chacun d'urgence dans les 48 heures 3 milliards de prêts à l'État. Autrement, ils étaient en faillite. Bon.
une croissance qui s'effondrait dans tous les pays d'Europe, on était dans un état de vrai cataclysme. Donc c'est pour ça que la réforme de 2010 a été menée sur cette méthode, mais je ne conseillerais pas, surtout si on fait une réforme systémique, de passer par cette méthode. Il faut passer par l'opposé de cette méthode. Si je me permets de donner un conseil à monsieur le haut-commissaire, qui d'ailleurs n'en a pas besoin parce qu'il en est convaincu. Voilà, Jean-Paul Delevoye, qui est présent au premier rang de ce colloque. Vous parliez, Raymond Soubi, de ces manifestations, c'est vrai, qui ont lieu à chaque fois qu'on prononce le mot réforme des retraites. On pense notamment, même si c'était un autre contexte, à ce qui s'est passé en 1995. Avec Alain Juppé, Marisol Touraine, Raymond Soubi, est-ce que quand on engage une réforme des retraites, on a à l'esprit ce qui s'est passé en 1995 ? Est-ce que vous en tenez compte ? Est-ce que ça vous freine pour engager une réforme des retraites ou pas du tout ? Est-ce que je peux répondre avant ce qui est très impoli je parle sous le contrôle d'Antoine Dorlemann parce qu'il était notre maître à cette époque sur ces sujets. Mais la vérité sur 95, c'est qu'il n'y avait pas de réforme des retraites. Le contexte était différent. Il y avait dans le discours du Premier ministre sur l'assurance maladie, je cite de mémoire, hein, cher Antoine, une phrase qui disait dans les temps à venir, je ne peux pas dire exactement quand, nous devons procéder à un examen des régimes spéciaux pour voir si éventuellement, et dans certaines conditions à déterminer, nous pourrions les modifier. Et pour ça, je frappe un grand coup, je crée une commission. Non, mais je résume. C'était exactement le projet de 4. Autrement dit, il n'y avait pas de projet. Et tout s'est passé très bien pendant 10 jours. Tout s'est passé tout. Il y avait des problèmes sur les transports. Non, mais je sais, je ne vais pas vous laisser accaparer tout ça. Il y avait par ailleurs, naturellement, mais ce n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y avait des problèmes sur les transports. Mais sur le sujet, en réalité, on n'est pas parti sur le système des retraites. D'ailleurs, je me souviens, moi, je crois avoir une mission qui m'avait été confiée de médiation. De participation. Voilà. Et j'étais revenu vers Antoine Dorlemann et vers le Premier ministre en leur disant, au bout de 3 jours, en leur remettant notre tablier, en disant on ne peut rien négocier puisqu'il n'y a pas de projet. On ne peut même pas le retirer. Quand il n'y a pas de projet, on ne peut même pas le retirer et on peut encore moins l'abandonner. Donc 95, je réponds à votre question, c'est un sujet qui n'est en fait pas vraiment partie des retraites. Il n'y avait pas de projet des retraites. On va peut-être laisser Bernard Thibault vous répondre parce qu'il n'a pas l'air fondamentalement d'accord avec vous. Non, sur la... Quand on relate les faits, je suis rarement en différence ou en désaccord avec M. Soubi. Mais en l'occurrence, s'agissant de 95, il y avait dans le propos du Premier ministre une annonce tout à fait précise à propos des régimes spéciaux de retraite du perchoir de l'Assemblée nationale. Non, mais il faut... évidemment. Que ça n'était pas dans les intentions principales ou initiales à propos de la réforme de la sécurité sociale, dont acte, mais il y avait quand même des dispositions particulières. Moi, ce que je voulais dire à ce stade du débat, c'est que il y en a eu différentes, des séquences, vous en avez rappelé plusieurs, des réformes, à chaque fois, et ça n'est pas propre d'ailleurs aux mesures concernant les retraites. À chaque fois, les gouvernements ont dit c'est pour être plus efficace, c'est pour être plus juste, c'est pour être plus transparent. Je ne connais pas d'ailleurs de gouvernement qui annonce des réformes pour dire ça va être pour être moins efficace, moins clair et moins juste. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'énoncer ce slogan pour qu'il soit cru. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience en la matière. Donc, et à l'expérience encore, remarquez qu'en règle générale, les contestations sociales sur la sécurité sociale ou sur les retraites, c'est le thème qui nous mobilise aujourd'hui, sont des sujets parmi les plus mobilisateurs, ce qui confirme bien que ça participe du pacte républicain et social dans notre pays. Et vous savez, les systèmes de protection sociale, c'est vrai dans tous les pays, permettent de caractériser une société. Il n'y a que 60% des travailleurs dans le monde qui ont droit à la retraite aujourd'hui. 60%. Bon, donc, c'est pas gagné partout, loin de là. C'est aussi pour ça qu'en général, ça n'a pas
porté grande chance aux majorités politiques ou aux présidents qui étaient en place lorsqu'ils ont fait des réformes de retraite qui ont été considérées, à tort ou à raison, j'ai plutôt tendance à penser que c'était plutôt à raison, comme une régression et non pas comme une avancée. Donc voilà. Mais on a un peu l'impression, Bernard Thibault, que quand on prononce les mots réforme et retraite, on appuie automatiquement sur le bouton grève. Est-ce que c'est le cas? Non, mais quand on appuie sur le bouton réforme et que pour beaucoup de Français c'est plutôt synonyme de régression, ça renvoie à leur expérience. Hein. Il ne suffit pas de prononcer le mot réforme pour que la dynamique positive soit enclenchée dans l'ensemble du pays. Il n'y a qu'à faire un micro-trottoir aujourd'hui. Le mot réforme, sur le plan social, il est très connoté négativement. D'ailleurs, je m'aperçois que les décideurs cherchent à l'utiliser de moins en moins. Il doit y avoir une raison. Marisol Touraine. Oui, vous demandiez, est-ce que quand on lance une réforme des retraites, on pense à 1995? En ce qui me concerne, non. J'étais très, évidemment, au fait de 95, et je pense même que j'ai usé mes semelles sur le pavé parisien en 1995 aussi. Donc, parce que c'était un contexte politique, social extrêmement différent. En revanche, dire qu'on ne regarde pas ce qui s'est passé, que ce soit en 2010, en 2002, 2004, etc., évidemment, on regarde. Et pour moi, la clé, c'était la négociation et la discussion avec les organisations syndicales, avec évidemment un atout relatif qui était qu'on a engagé cette réforme très vite, c'est-à-dire au tout début du quinquennat, ce qui est toujours une façon de pouvoir poser un certain nombre de principes. Et les discussions... La question du calendrier et du moment où on l'a fait dans le quinquennat, son importance? Forcément, oui. Il y a un moment où vous avez une capacité à engager des transformations qui est plus grande qu'à d'autres moments. Mais cela dit, moi, ce qui m'a frappé, y compris dans le discours politique, le discours des journalistes, c'est que quand on dit réforme, on veut que ce soit punitif. On disait c'est une vraie réforme, c'est pas une vraie réforme, sous-entendu c'est financier, ça rapporte de l'argent, ça fait mal ou ça ne fait pas mal. Et ma conviction, c'est que pour les retraites, on ne peut pas, et ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la situation financière s'est quand même totalement rétablie ou quasiment rétablie, on ne peut pas considérer qu'une réforme des retraites, c'est uniquement un enjeu financier. Je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux financiers ne peuvent pas être mis sur le côté. On ne peut pas dire, moi, ministre des Affaires sociales, ou moi, président de la République, je ne me préoccupe pas de l'équilibre financier des régimes de retraite. Ce serait irresponsable. Mais en rester là, c'est une faute. Précisément parce que un système de retraite, c'est bien autre chose qu'un simple équilibre financier. C'est pas que des chiffres, c'est pas des statistiques, c'est pas des additions. Et il faut donc pouvoir permettre à des gens de savoir sur quoi ils vont compter pendant les dernières années de leur vie. Parce que si la retraite est aussi sensible, et on le voit aujourd'hui avec le débat sur la CSG, c'est parce que les retraités ont le sentiment qu'ils n'ont pas de possibilité d'échapper en quelque sorte à ce qu'on leur impose, puisqu'ils sont au bout de... évidemment leur carrière professionnelle, ils sont après le moment, ils ne peuvent pas se dire je vais faire des heures sup, ou ils ne peuvent pas se dire je vais me réorienter, me former pour gagner plus. Tout d'un coup, on leur dit voilà, vous pensiez que la règle c'était ça, eh bien, en réalité, on va toucher à votre niveau de vie. Et donc, une réforme des retraites, c'est très sensible aussi pour cela. Mais moi, en tout cas, quand j'ai engagé ma réforme, c'était peut-être inconscient, mais je me suis dit, on va négocier, on va discuter et on va trouver des points d'équilibre. Et des points d'équilibre ont été trouvés, ce qui veut dire, je le reconnais, que le gouvernement a renoncé à certaines dispositions et qu'à l'inverse, il a demandé aux organisations syndicales de renoncer à certaines revendications. Bernard Thibault. Oui, je voulais faire remarquer que la grosse différence, quand même, me semble-t-il, avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en termes de réforme, peu importe l'appréciation que les uns ou les autres peuvent avoir sur l'ampleur, le bien fondé, la justice, etc.
c'est que là, on pose la question du système. Ce que je veux mettre en évidence par là, c'est que c'est la première fois depuis 1945 qu'on s'apprête ou qu'on pose publiquement un débat sur le changement de système de retraite en France. Donc il faut faire attention de ne pas considérer qu'il s'agit d'une énième réforme dans le droit fil des précédentes. La nature du débat suggéré, pour l'instant, je ne dis pas imposer, je dis suggérer, si j'ai bien compris. Est-il opportun ou pas de changer le système de retraite dans notre pays? Ça, il faut accepter que ça génère des débats en profondeur dans le pays. Ça ne peut pas être accompagné d'une posture autoritaire ou qui laisserait entendre que, quoi que donne le débat, les choses sont déjà arrêtées. Je dis ça parce que parfois on a un peu ce sentiment. La deuxième remarque que je voulais faire, en relation avec la première, c'est qu'il s'agit des cotisations sociales et de leur dessein, de leur utilisation. Et il est donc quand même légitime que ceux qui sont propriétaires, entre guillemets, des cotisations aient plus que leur mot à dire sur l'opportunité, la nécessité d'organiser leur prélèvement, d'organiser leur redistribution, la finalité de l'usage de ces cotisations. Bref, ce sont aux salariés, en première ligne, quelque part, à écouter aussi sur leurs attentes. Alors, en sachant qu'il y a différentes perceptions, qu'il y a des sentiments qui sont fondés, qui ne le sont pas, et je le dis, le propre des responsables politiques, c'est aussi d'accepter de ne pas tomber dans la facilité. C'est aussi d'accepter, d'expliquer en quoi l'absence d'uniformité dans certains systèmes ne veut pas dire pour autant moins de justice sociale. Non. La justice sociale, elle s'apprécie à partir de multiples paramètres. Mais si on prend des paramètres isolés les uns des autres, en considérant qu'à chaque fois l'uniformité vaut justice, on se trompe. La justice ne signifie pas l'uniformité de traitement à la fois des situations, des règles, des droits et des procédures. Marisol Touraine. Oui, puisque Bernard Thibault a au fond enclenché le débat sur la perspective d'une réforme qui sera, nous dit-on, une réforme structurelle, un changement de système. Moi, je voudrais dire 2 ou 3 choses à ce sujet. La première, c'est qu'il y a une responsabilité collective qui n'est pas uniquement pour maintenant, mais il y a une responsabilité collective, que l'on soit favorable ou défavorable au principe de la réforme, dont personnellement je ne connais pas les détails, mais que l'on soit favorable ou défavorable. Il y a une responsabilité à ne pas agiter le chiffon des anxiétés sociales dans le pays. Je suis impressionnée, on l'a vécu au moment de la dernière campagne présidentielle, il y avait comme une espèce de réflexe, un gimmick pavlovien qui consistait dans certains rangs politiques à dire tout va mal, le régime des retraites va se scratcher, passez-moi l'expression, on va droit dans le mur, il va falloir être plus dur, il va falloir faire des réformes pour rendre les choses plus difficiles, ce qui était irresponsable. Encore une fois, je considère que si on envisage aujourd'hui une réforme de système, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et je mais dirais... Vous êtes pour ou contre, vous, Paris ? Tant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne suis ni pour ni contre, mais je n'ai pas d'opposition sur le principe, à titre personnel. Mais une fois qu'on a franchi l'étape du principe, on va y venir sans doute, tout est dans la manière de mettre en œuvre et de définir toute une série d'éléments concrets. Mais il est indispensable de rassurer les Français. Et c'est un échec collectif. Là, je ne dis pas c'est tel ou tel, c'est un échec collectif puisque nous avons fait des réformes pour consolider les régimes de retraite et garantir l'avenir des systèmes de retraite. Et si vous interrogez les Français, ils ont le sentiment que, notamment les plus jeunes, ils ont le sentiment que demain, ils n'auront pas de retraite. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en sens inverse,
il appartient à ceux qui vont porter cette réforme de ne pas la présenter comme une réforme rendue nécessaire pour des raisons financières. Je pense même que c'est parce que le régime est, les régimes sont globalement quasiment à l'équilibre et le régime général même excédentaire. Je pense que c'est parce que la situation financière s'est considérablement arrangée que la perspective d'une transformation du système est envisageable. Et donc après, la question c'est si les régimes sont à peu près à l'équilibre, pourquoi faut-il changer les règles? Et sans doute, aujourd'hui, y a-t-il le sentiment chez les Français, malgré des progrès qui ont été réalisés, on pourra y revenir, sans doute y a-t-il le sentiment que les régimes de retraite, ça reste compliqué. Moi, je suis comme Bernard Thibault, je ne suis pas certaine. Enfin, je considère que, par principe, il n'est pas écrit que l'uniformité, c'est mieux en soi. Bon, c'est écrit nulle part. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les Français ont le sentiment de ne pas s'y retrouver, que ça n'est pas transparent, que ça n'est pas clair, qu'on leur cache des choses. Donc, vu sous cet angle-là, une réforme, le principe d'une réforme peut être intéressant, mais encore une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que tout va être dans la manière de définir les conditions de la réforme. Avant de passer la parole à Raymond Soubi, juste Marisol Touraine pour avoir votre avis, puisque vous nous dites que vous n'avez pas d'opposition de principe à cette réforme systémique. Est-ce que vous l'avez envisagée? Est-ce que c'est une réforme que vous auriez pu conduire? Je ne sais pas si j'aurais pu conduire la même, mais je l'ai envisagée, oui. Bien sûr. Et je vais même vous dire, à un moment donné, nous avons réfléchi à mettre en place un système qui aurait été assez différent, qui n'aurait pas nécessairement été une transformation aussi complète, mais d'avoir des critères de calcul qui soient assez nettement différents, pas simplement la durée de cotisation, pas seulement l'âge, mais d'avoir un nouvel indicateur qui aurait résulté, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut paraître technique, mais on s'était dit, par exemple, pourquoi pas dire qu'il y a un nouvel indicateur, ça se fait dans certains pays, où on prend la durée de cotisation, on prend l'âge, on additionne les deux et ça fait un indicateur de référence. Et moi, j'y ai pensé vraiment très sérieusement. Ce qui m'a amené, et ce qui a amené le gouvernement, parce qu'à l'arrivée, c'est aussi le Premier ministre, le Président de la République qui décide, de ne pas franchir cette étape, c'est que comme il fallait rétablir les comptes, encore une fois, que nous n'étions pas au bout du chemin du rétablissement financier, l'inquiétude était que les Français aient le sentiment qu'on cherchait à les entourlouper. Et qu'avec de nouvelles règles qui ne tombaient pas sous le sens commun, qui étaient compréhensibles des spécialistes, mais qui n'est pas forcément compréhensible de tout le monde, que les Français se disent « Ouh là là !» selon une formule désormais célèbre, quand c'est flou, il y a un loup. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Et moi, je voulais pas qu'il y ait de loup. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de loup, on a dit rétablissement financier, très classiquement allongement de la durée de cotisation, mais des mesures sociales, des mesures de justice, des avancées. Et la pénibilité, pour moi, a été une avancée très significative. Merci Marisol Touraine. Raymond Soubi, vous, est-ce que cette réforme systémique, vous l'avez aussi envisagée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy ou pas du tout? Le sujet a été examiné et discuté notamment avec la CFDT. Mais que, comme je vous l'ai dit, une réforme, on pourra y venir tout à l'heure, cette réforme systémique mettra beaucoup d'années avant de se mettre en œuvre. Or, la problématique de 2010 était une problématique d'effondrement de la croissance et de défis financiers. D'ailleurs, à ce propos, pour continuer sur ce que disait Marisol, honnêtement, toutes les réformes qui sont faites sur les retraites dans ce pays depuis 30 ans ont eu deux objectifs. Le premier qui était financier, et le deuxième objectif était d'harmoniser progressivement, plus ou moins vite, les régimes. Ce qui veut dire que pour l'avenir, en fait, il y avait deux voies possibles. De continuer soit à jouer sur les paramètres et à jouer sur les mesures d'harmonisation des régimes, ce qui est peut-être imparfait, mais pas après pas, on avance,
soit c'était quasiment hegelien, d'inscrire la fin de l'histoire, et donc de dire, voilà, maintenant, après ça, c'est la réforme des réformes, c'est la réforme finale, c'est la réforme systémique. Alors encore quelques remarques sur la méthode pour tout ça. D'abord sur la réforme en France, si vous me permettez, mais je vais être très bref sur la réforme en France. Quand vous interrogez dans de multiples enquêtes les gens sur une réforme, au départ, au commencement, il y a une écrasante majorité pour, tout simplement parce que nous sommes un peuple séduisant, intelligent, ouvert, compréhensif, et que répondre qu'on n'est pas pour la réforme, n'importe quelle réforme, sur n'importe quoi, c'est vraiment ne pas être bon. Bien. Et puis, au fur et à mesure que la réforme prend forme, il y a des bataillons entiers qui basculent du oui au pour, au non, pardon. C'est un peu comme Léonard de Vinci, vous savez, dans ses toiles, le sfumato, on voit ces personnages sortir peu à peu de l'ombre du tableau. Eh bien, en effet, les craintes et les hostilités sortent. Donc, il ne faut pas croire, en clair, que parce qu'une réforme dans son principe est saluée intellectuellement, que pour autant, elle va passer facilement. Alors, si, sur votre question précise, sur la réforme systémique, bon, si vous voulez mon humble avis, c'est un travail colossal. Moi, je ne m'y serais jamais affronté, mais parce que je ne suis pas de taille. Non, franchement, je ne suis pas de taille. Donc, même à le considérer, je ne suis pas de taille. Alors, je suis rassuré que Jean-Paul Delevoye, non, mais moi, je ne suis pas de taille. Parce que je me dis, au fond, cette réforme, d'abord, premièrement, les gens ont déjà bien du mal à connaître leur propre système de retraite, que beaucoup ne connaissent pas. Alors, de là à connaître l'ensemble des systèmes de retraite, c'est une autre histoire. Bon. Donc, de tout leur changer et leur bouleverser leurs repères traditionnels, alors là, c'est un boulot, moi, je dis chapeau. Chapeau. Parce que, en clair, moi, je suis convaincu que de deux choses l'une. Mais je m'avance considérablement au-dessus de ma condition. Soit la réforme va vers ce qui a été dit et annoncé. Alors là, soit ça marche, et alors là, vraiment, je n'aurais rien compris. Soit ça ne marche pas, et alors, oulala. Et alors, oulala. Bon. Et c'est quand même le sujet, parce que cette réforme-là, elle pose d'innombrables questions. Elle pose, dans le détail, elle pose la question de la représentation qu'ont de leur régime de retraite et régime de retraite les salariés et les Français. Ça perturbe toutes les représentations. Or, il n'y a rien de plus stressant que de perturber les représentations. Premier point. Deuxième point, il faut les embarquer, les Français, dans la réforme. Alors, à moins que le Sénat organise des colloques matin, midi, soir et nuit, où le peuple français défile, et avec des pédagogues aussi experts que nous avons ce matin, ça pourrait, à la limite, et je n'en suis pas convaincu, marcher. Mais si cette méthode n'est pas suivie par le Sénat, je ne vois pas en clair comment, en termes d'explication, on peut embarquer sur ces sujets. Troisièmement, ça veut dire que je suis convaincu qu'une réforme de ce type demande qu'on laisse beaucoup de temps au temps. Beaucoup de temps au temps. Donc, elle doit se déployer dans des temps très longs, avec des étapes quand même assez longues, et qu'en plus, il faut dire précisément à chaque régime qui existe particulier ce qu'il va devenir à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans et à 15 ans, et donc aux gens qui y sont aussi. Alors, on a parlé des jeunes, et on dit, les jeunes, c'est très important. Moi, je suis d'accord que les jeunes, c'est très important. Mais moi, j'adore les enquêtes, les sondages. Moi, chez moi, j'ai une centrale d'enquête qui me les mouline, me les analyse, me les décortique. Et actuellement, là, jour de votre colloque, de notre colloque, qu'est-ce qu'on voit dans les sondages? On voit que la majorité des personnes de moins de 30 ans sont contre les réformes. Ils ne sont pas pour, ils sont contre. Et en fait, le pour les réformes
est en fonction de l'âge. Donc, dire que les jeunes sont embarqués parce que ça leur sera favorable, moi, je n'en suis pas vraiment convaincu. Et donc, je crois que c'est un chantier gigantesque qui peut, à la limite, si la croissance ralentit, parce que Yannick Moreau nous a très bien expliqué tout à l'heure comment le régime de retraite était croissance dépendant, si la croissance ralentit, arrivent des situations financières nouvelles, après tout, ça peut arriver, 2008 est bien arrivé, et qui perturbera beaucoup le chemin, et qui perturberait beaucoup le chemin. Et enfin, un dernier point, mais moi je fais totalement confiance au haut-commissaire là-dessus, parce que c'est un très habile homme, hein. Moi je l'ai constaté il y a des années. En fait, il faut que le régime ne soit pas totalement uniforme, qu'il y ait des particularités qui subsistent, qu'il y ait des arcos et des agirs qui subsistent, oui, oui, qu'il faut même qu'il y ait des régimes spéciaux qui subsistent. Parce que s'attaquer aux régimes spéciaux, et je vais m'arrêter là, au nom de l'uniformité, c'est aussi s'attaquer à l'identité des salariés qui y sont. Donc, ce n'est pas un seul sujet pratique d'intérêt, c'est aussi un sujet d'identité. Donc, moi, je suis pour aller au village gaulois, quand même, où tout n'est pas exactement uniformisé, où il y a des régimes spéciaux qui subsistent, où il y a un rôle qui reste important pour les partenaires sociaux. Bref, on tend vers le système qu'on vient de décrire, mais on n'abolit pas d'un trait de plume tout ce qui existe. Autrement, on court des risques extraordinaires que la réforme ne réussisse pas et que des mécontentements très forts s'expriment. On va venir du coup à cette question. Allez-y, Marisol Touraine. Sur le thème de la confiance que j'évoquais et puis qui circule un peu dans nos interventions, les conditions dans lesquelles la réforme sera annoncée seront évidemment cruciales. Le jour où la réforme est annoncée, vous avez 30 millions de Français, il y a à peu près 30 millions, un peu moins de 30 millions d'actifs, mais vous avez 30 millions de Français qui vont sortir leur calculette et qui vont commencer à regarder ce que ça veut dire pour eux. Et s'il y a des questions sans réponse, c'est incroyablement anxiogène. Donc quand tout à l'heure je disais la responsabilité, c'est de ne pas dire que le système va dans le mur parce que c'est anxiogène à un moment où on n'a pas besoin de l'être, il ne faudrait pas que l'annonce ou les conditions d'annonce de la réforme soient elles-mêmes créatrices d'anxiété, en particulier, et ça c'est un point que je crois absolument fondamental, en particulier pour ceux qui sont à quelques années de la retraite. Alors quand on a dit quelques années, la question c'est de savoir combien. Est-ce que c'est à partir de, ou combien d'années avant le départ en retraite possible? Est-ce qu'on commence à y réfléchir? Et j'ai tendance à penser que ce n'est pas 2 ans avant qu'on réfléchit à sa retraite. C'est une dizaine d'années avant. D'où ma deuxième observation. Une des justifications possibles de la réforme, ça n'est pas celle qui a dominé jusqu'à maintenant. Mais une des justifications possibles, c'est l'idée de la simplification. La simplification, elle a beaucoup progressé depuis la loi que j'ai fait voter et puis des choses qui ont été mises autour. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut en témoigner avec la mise en place du GIP et avec des instruments qui sont à la CNAV et qui maintenant viennent d'arriver pour la fonction publique, où vous vous connectez, vous allez sur votre compte, si j'ose dire, et puis vous pouvez faire toutes les simulations que vous voulez. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 ans avant de partir à la retraite, par exemple, vous regardez et vous vous dites, ben, si je pars à 62 ans, si je pars à 65 ans, si je pars à 67 ans, ça va me faire tant ou tant. Et donc, vous pouvez arbitrer, décider, au fond, bah oui, je vais travailler un peu plus longtemps pour avoir un peu plus d'argent, ou j'ai envie du temps libre. Bon. Si tout d'un coup, tout ça est bousculé et perturbé et qu'on n'est plus capable d'anticiper sur ce que seraient les choix dans 5 ou 10 ans, alors qu'on a commencé à se dire, tiens, je vais acheter une petite maison, tiens, etc., ça peut être perturbant.
Et donc, je dis, la simplicité, c'est un point qui a beaucoup progressé. On peut le faire progresser. La troisième observation, c'est qu'au fond, moi, j'ai entendu un slogan, qui est un beau slogan politique, qui est de dire 1 euro cotisé, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Sincèrement. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de solidarité. 1 euro cotisé, un chômeur, il ne les cotise pas de la même manière. Une personne qui est en arrêt maladie, elle ne cotise pas de la même manière. Et donc, on peut dire qu'il faut que les modes de calcul soient les mêmes, qu'on rapproche les façons de calculer la retraite, ce qui peut se faire, à mon avis, en respectant des parcours, des identités. Mais l'élément, pour moi, central dans la retraite, dans la réforme qui s'annonce, c'est quels sont les éléments de solidarité, quels sont les éléments qui vont être pris en compte. Lorsque j'évoquais tout à l'heure la mise en place de la pénibilité, ça veut dire que quelqu'un qui a travaillé dans des conditions pénibles, eh bien, il aura une retraite en ayant travaillé la même retraite que quelqu'un en ayant travaillé moins longtemps, mais parce qu'il a travaillé plus dur, d'une certaine façon. Et donc, je comprends bien la force du slogan et de l'objectif politique, mais il faut que cela s'accompagne de mise en œuvre concrète qui, en réalité, permettent à des mécanismes de solidarité de continuer de fonctionner. Sinon, ça ne serait évidemment pas envisageable ou supportable pour une partie de nos concitoyens. Et donc, tout l'enjeu, c'est que le jour où la réforme va être annoncée, il va falloir rentrer dans un détail de propositions qui sera assez difficile. Parce que si on reste trop général, nos concitoyens n'auront pas les éléments qui vont leur permettre d'aller calculer ce que sera leur retraite. Parce que les gens sont attachés au système de retraite. Enfin, concrètement, ils vont voir combien je vais toucher dans 10 ans. Bernard Thibault. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas s'étonner que pour les salariés, les deux premières questions qui se posent dès lors qu'on parle de changer les règles en matière de retraite, c'est à quel âge je vais pouvoir en bénéficier et pour quel montant de retraite. Ça peut apparaître tout à fait basique, cette affaire. Mais acceptons cette idée que ça me semble être des questions logiques quand on parle d'un système de retraite collectif. Ça peut, pour certains, apparaître totalement matérialiste, mais bon, voilà. À un moment donné, tout le monde est confronté à un certain matérialisme aussi. Donc, ces questions-là, alors les plus favorables à toutes les réformes de retraite, quelles que soient les précédentes, ça a toujours été les retraités. Alors, eux, ils sont très majoritairement pour qu'on modifie les règles d'acquisition des droits à la retraite. Bon, dont acte. Mais ça ne suffit pas. Alors c'est vrai que d'un point de vue du comportement électoral, ça compte parce que cette population est de plus en plus importante, mais d'un point de vue structurel, c'est un peu facile. Et ça ne suffit pas à faire adopter des mesures. Il y a la question du rapport au travail, j'y reviens un instant, parce que qu'on le veuille ou non, et de manière, ça peut apparaître paradoxal, mais parler de la retraite, c'est aussi parler du travail. Et il est de plus en plus difficile en certains endroits. Il faut toujours se garder là aussi de vouloir uniformiser des situations qui ne sont pas toutes comparables, mais vous pouvez rencontrer des salariés à qui on vient d'annoncer que l'âge de départ à la retraite va être reporté, alors qu'eux sont dans une entreprise où, dans leur tranche d'âge, on leur explique qu'ils doivent prendre la porte parce qu'ils ne sont plus suffisamment formés. Il faut qu'ils soient dans un plan de départ anticipé, c'est-à-dire que d'un côté, vous êtes considéré comme improductif ou de plus en plus improductif, et de l'autre, on vous annonce que, s'agissant d'un droit à la retraite, le poteau d'arrivée s'éloigne de plus en plus. Et puis parallèlement, vous avez les enfants, les petits-enfants qui sont en but au chômage. Où est la logique de tout ça? Et ça n'apparaît pas avec beaucoup d'évidence. Et il y a de quoi s'interroger et de pousser la polémique à ce propos. Alors, moi j'entends la formule
lorsqu'on connaîtra le projet du gouvernement. Bon, j'attire l'attention sur la procédure, la méthode. Parce que si le processus consiste à ce que le gouvernement, entouré d'experts, et pas des moindres, hein, dans un certain nombre de bureaux, rédige le projet qui, à la virgule près, est susceptible de recevoir un accueil à ce point favorable que des foules multiples vont se ruer sur la place de la Bastille avec des drapeaux bleu, blanc, rouge pour fêter l'heureux événement, on prend quand même un risque, c'est qu'il y ait des fautes d'orthographe dans le document. Tout ne soit pas forcément bien rédigé. Donc vraiment, cette rencontre, enfin ce moment de la rencontre est consacré à la méthode. Je crois que sur cette matière-là, plus que peut-être d'autres encore, hein, pour des raisons qu'on a évoquées, oui, là, est-ce qu'il faut parler de co-construction? C'est peut-être un gros mot par les temps qui courent que de prétendre co-construire un de nos piliers en matière de droit social en France, parce qu'encore une fois, l'atmosphère ne me semble pas à cet état d'esprit. Mais si on refuse d'envisager de manière très active une association étroite des salariés et de leurs représentants sur le type de mesures à envisager, y compris d'accepter encore à ce stade le débat contradictoire sur l'opportunité de changer ou pas le système des retraites, bon, on prend des risques. Alors après, chacun a ses responsabilités, mais je pense qu'on peut envisager que là, c'est des hypothèses à risque. Alors, puisque Bernard Thibault, vous nous amenez sur cette question des concertations, finalement, avec les syndicats, Marisol Touraine et Raymond Soubi, vous qui avez mené ou inspiré ces réformes, est-ce que tout était écrit à l'avance? Est-ce que vous aviez des marges de manœuvre? Lesquelles? Est-ce que vous aviez des lignes rouges, des points sur lesquels vous ne vouliez pas céder? Comment ça s'est passé pour vos réformes? Tout n'était pas écrit à l'avance. Il y avait des orientations, des principes qui étaient posés et des concertations, puisque en matière de retraite, ce n'est pas de la négociation au sens strict du terme, juridique du terme qui s'engage, mais des concertations et des concertations extrêmement poussées ont eu lieu de manière, je dois dire, très positive au sens de la façon dont ça s'est passé avec tous les syndicats, y compris ceux qui, à l'arrivée, m'ont dit on ne soutiendra pas. Je pense à la CGT. Mais les choses se sont passées de manière, comment dire, itérative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jour où on a proposé un texte, il y a eu un jour où on a discuté des principes, puis on a discuté de la concrétisation des principes, on est arrivé avec des propositions, on a testé des propositions, y compris sur le plan financier, on a testé des propositions que faisaient les organisations syndicales. C'est-à-dire certaines disant, moi je suis très attachée à, je vois, oui Malice, l'apprentissage, donc on dit qu'est-ce que ça peut représenter, d'autres nous ont dit, écoutez, nous, on veut que ça aille le plus loin possible dans la justice sociale, mais de toute façon, à partir du moment où vous allongez la durée de cotisation, ça n'est pas possible pour nous. Donc, on est prêt à discuter, mais nous n'approuverons pas, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a cette mesure-là. Donc, les choses étaient claires. On va essayer d'obtenir le plus d'avancées par ailleurs, mais ce sera un non parce qu'il y a l'allongement de la durée de cotisation. Il y a eu des débats, y compris sur la manière de concevoir la pénibilité et de la mettre en place avec les organisations syndicales. Donc, il y a eu un travail itératif et il y a eu un travail assez précis, enfin, à la demande des organisations syndicales, ce qui était légitime, sur la mise en œuvre et le calendrier. Et sur la mise en œuvre de la réforme et le tempo de la réforme. À partir de quel moment est-ce qu'on lance l'allongement de la durée de cotisation? À partir de quel moment comment est-ce qu'on phase les différentes mesures? Et au fond, la discussion a été à la fois ramassée et très intense. Elle a quand même, je dirais que les discussions avec les organisations syndicales, après le travail qui avait été fait au sein du gouvernement, il y a eu plusieurs mois, tout un été notamment, de discussions sur des propositions précises.
Raymond Soubi, comment se passe cette période de la concertation avec les syndicats et dans ce cas notamment, quel est le rôle d'un conseiller social du président de la République? D'abord, je voudrais rappeler la chronologie. Donc il y a la crise de 2008. Au printemps 2009, le président de la République va devant le Parlement réuni à Versailles. C'était d'ailleurs une conséquence de la réforme constitutionnelle de 2008 et annonce qu'il va aller plus loin que la réforme de 2003, tout simplement parce que le mur des déficits est avancé de plus de 10 ans par rapport à ce qu'on imaginait. Donc, il y a eu un acte politique fort au départ, d'annonce. Bien, premier point. Deuxième point, il y a eu une discussion à l'intérieur du gouvernement sur les mesures. En fait, c'était une discussion bornée et limitée, puisqu'il s'agissait, de savoir, dès lors que le principe était de reporter l'âge de départ à la retraite, de combien? Est-ce que c'était 62, 63, 64? Et l'arbitrage a été 62 ans, mais en y montant très vite, avec une pente qui faisait qu'on est allé 4 fois plus vite, par exemple, que les Allemands dans l'application de cette mesure. Et puis, il y a eu l'âge de l'annulation de la décote dont je parlais tout à l'heure. Sur la méthode qui a été suivie, il y avait un ministre, Éric Woerth, qui était en charge de ce sujet, qui a eu beaucoup de discussions avec les responsables des organisations syndicales pendant un processus qui a duré des mois, puisque je rappelle qu'il a commencé vers février-mars 2010 et qu'il s'est terminé quelque part vers novembre 2010. Donc ça n'a pas été en 8 jours, la réforme. Ça a pris beaucoup de temps. Et pendant toute cette période, moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a eu 3 réunions par mois, sinon 4, pendant ces 6 mois, autour du président de la République avec le Premier ministre et les principaux ministres concernés, en examinant des hypothèses sur l'âge, je l'ai dit, mais aussi des hypothèses pour atteindre plus de justice, comme l'a dit Marisol Touraine, sur un certain nombre de sujets. Donc, ça n'a pas été une opération éclair. Ça a été une opération dans laquelle les positions de départ ont été maintenues, mais avec beaucoup de discussions et beaucoup d'hésitations sur les mesures d'accompagnement au sein du gouvernement. Voilà, si vous voulez, comment cette réforme s'est passée. Si on essaie de transposer ça, mais rien n'est pareil à la réforme systémique, je dirais que nous sommes dans une période plus difficile parce qu'elle est meilleure. Je veux dire par là qu'en 2010, il était facile d'expliquer à tout le monde, regardez mes enfants, la situation financière dans laquelle on se trouve, ce qui était évident. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation financière. Il y a quoi? Il y a une obligation systémique et une obligation d'équité pour 1 euro cotisé, etc., etc. Donc, c'est une réforme dont la logique, si j'ose dire, est dans elle-même et non pas dans des événements extérieurs qui obligeraient le gouvernement. En clair, le gouvernement aurait parfaitement pu continuer à coordonner, à harmoniser de mieux en mieux les régimes. Alors tout ça est très compliqué, mais c'est souvent parce que c'est compliqué que c'est juste, si vous me permettez. Hein. La simplicité ne va pas toujours avec la justice. Bon. La voie qui est prise est une voie différente. C'est encore une fois une voie quasi messianique de la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Voilà, c'est la fin de l'histoire, puisqu'on a la réforme des... Et je crois que c'est extraordinairement difficile, parce qu'il n'y a pas ce contexte extérieur qui y presse, que les gens ont des références dans leur tête et qu'ils ne vont pas s'y retrouver, ou du moins ils vont se chercher, éperdument avant de se retrouver, qu'il y aura des gens qui s'estimeront bien traités, des gens qui s'estimeront mieux traités, et puis sûrement une foule de gens qui s'estimeront maltraités. Et donc, il devrait y avoir des compensations pour ces personnes. Bon. Donc, il ne faudrait pas que cette réforme crée des problèmes financiers.
C'est paradoxal, mais ça a été dit par un éminent participant à la table ronde précédente. Donc, encore une fois, c'est un... Et quitte à... Je veux dire par là que tout temps perdu, apparemment perdu sur la préparation de la réforme est du temps gagné. Tout temps passé à discuter avec tous ceux qui ont quelque chose à dire est du temps gagné. Parce qu'une réforme avançant comme ça, parfaite, totale, idéale, idyllique, eh bien, je crois qu'elle ne franchisse pas la porte. Bernard Thibault, sur cette question de la préparation, de la concertation, un temps important, hein, comme vient de le dire Raymond Soubi, vous avez eu en face de vous des interlocuteurs de droite et de gauche. Est-ce qu'il y a des méthodes différentes? Est-ce que vous aussi, vous avez procédé de manière différente selon que votre interlocuteur soit de droite ou de gauche? Non, ce n'est pas une question d'interlocuteur, de couleur de l'interlocuteur, de couleur politique, j'entends bien sûr. Mais il semble qu'au fil du temps, on ait renoncé au mot de négociation à propos des retraites. Et ça, je voudrais insister à ce propos. Hein, j'y reviens un petit peu. La dernière fois où les événements ont contraint, je parle du régime général, à une négociation, ça a été 2003. Ça a été 2003. Parce qu'il y avait la pression de la rue dans des proportions très importantes. À un moment donné, le gouvernement a organisé une négociation. Bon, qui a abouti dans des conditions assez rocambolesques, hein, rocambolesques, 2003. Une nuit négociation, au final, il y a eu effectivement tout un tas de réunions préparatoires, de concertations, mais c'est pas le nombre de réunions que vous pouvez mettre à votre agenda, à votre tableau de chasse, qui est suffisant, là aussi, pour donner des gages quant à la qualité du dialogue, de la concertation ou négociation, mais les mots ont... Est-ce que le but est de... Alors, je réinsiste, a fortiori s'il s'agit de changer le système. Est-ce que quelqu'un pense, vraiment, qu'il serait possible de changer le système des retraites des salariés sans leur accord? Est-ce que c'est envisageable? Alors, c'est peut-être un projet envisageable. Est-ce que c'est praticable? Ça, c'est une autre question. Une des façons d'avoir la réponse, c'est de faire en sorte que les solutions soient négociées avec des procédures qui permettent de valider qu'on s'est mis d'accord avec, si ce n'est l'ensemble des salariés, mais les structures censées les représenter sur les questions sociales et d'obtenir un accord suffisamment large, si ce n'est unanime, mais suffisamment large qui laisse entendre que ça ne débouche pas forcément sur un consensus unanime, mais il y a un soutien suffisant socialement, donc politiquement, pour aller à la réforme. Ça a été la dernière étape, donc 2003. Le reste du temps, ça a été des concertations. Alors concertation, consultation, conversation, là le dictionnaire, les synonymes sont... Mais ça aboutit à peu près à la même chose. Et ça contribue, je vais vous le dire, à déresponsabiliser les salariés eux-mêmes sur la situation de leur propre système de retraite, comme de la sécurité sociale en général. Moi, je veux bien que les responsables politiques considèrent que c'est un moyen d'incarner le pouvoir aujourd'hui, que d'exercer, de prendre des décisions dans ces domaines. Mais s'ils le font de manière fermée, en autarcie, ils peuvent se couper très largement des premiers concernés, des premiers impliqués, des premiers financeurs, que sont les salariés. Et puis deux, ils participent à leur corps défendant à déresponsabiliser, empêcher ou restreindre la démocratie qui prévalait lors de la mise en place de la sécurité sociale. L'implication des salariés via leurs représentants dans le fonctionnement de la sécurité sociale participait à responsabiliser les travailleurs eux-mêmes sur, y compris les équilibres économiques et financiers à tenir. Et donc, je pense qu'il serait sain, réforme systémique ou pas réforme systémique, de revenir sur des dispositions qui permettraient aux salariés d'être davantage propriétaires, entre guillemets, et connaisseurs
et acteurs sur les dispositifs de protection sociale qui les concernent naturellement au premier chef. Marisol Touraine, je vous laisse répondre à Bernard Thibault avant de laisser la parole à la salle. C'est pas une réponse, c'est deux observations. La première, c'est que consultation, concertation, négociation, c'est pas les pouvoirs politiques tout seuls qui décident, c'est dans la loi. Il se trouve que la loi Larcher a exclu la protection sociale des processus de négociation au sens strict et que cette loi impose des concertations, des discussions, mais qu'elle n'impose pas la négociation dans la forme de la négociation. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Et ce que j'ai constaté d'ailleurs en 2012, enfin en 2013 en l'occurrence, c'est que en dehors de la CFDT, pour dire les choses très directement, qui était très demandeuse, non pas d'une négociation, mais enfin d'une consultation et de concertation très approfondie, les autres organisations syndicales n'étaient pas plus demandeuses que cela, parce que cela préservait leur autonomie de réaction, d'une certaine façon, ultérieure, et que... voilà. La deuxième chose, en revanche, c'est vrai que nous sommes quand même à un moment où on parle de changement de système. C'est pas rien. Et changer de système, il me semble que ça supposerait même d'aller au-delà de la négociation avec des organisations syndicales et des salariés. Je trouve que trouver des formes de consultation des Français, de discussion avec les Français en direct, est quelque chose qui, pour le coup, serait utile, y compris pour le succès du projet. Encore une fois, je ne connais pas son contenu, donc voilà. Mais y compris peut-être pour le faire évoluer, pour entendre les préoccupations et les attentes. Parce que les Français, on parle des jeunes. Enfin, vous avez 25 ans aujourd'hui, ou même 35 ans. Les conditions de départ à la retraite, c'est pas votre préoccupation numéro 1, heureusement. Je veux dire, ça n'est pas l'élément qui domine votre vie. En revanche, si vous avez 55 ans et que vous avez construit un projet, vous allez regarder si vous allez gagner ou perdre à la réforme. Et j'ai une petite nuance avec Raymond. La situation est plus facile sur le plan économique, ça ne rend pas forcément les choses plus difficiles. Ça crée des marges de manœuvre quand même. S'il y a des perdants, il faudra voir comment on les compense, comment on compense ces situations-là. Et c'est là que le fait de mettre en œuvre une réforme de ce type-là, à un moment où économiquement la croissance est au rendez-vous, doit permettre d'avoir une marge de manœuvre. Je le disais tout à l'heure, c'est une réforme qui est impossible à mettre en place à un moment où les contraintes financières sont là, parce qu'on ne peut pas ajouter la contrainte financière à la contrainte de restructuration. Mais si on change les règles du jeu, il y a forcément des gens de 55 ans, je dis 55 ans ou de 50 ans, peu importe, mais il y a forcément des gens de 55 ans qui ont fait leurs calculs, qui vont les refaire et qui vont se dire « je pensais que j'allais avoir 1 800 €, j'aurais que 1 600 ». Je pensais que j'allais avoir 2 500, j'aurais 2 000. Qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là? Est-ce qu'on considère que, voilà, c'est comme ça? Ou est-ce qu'on considère qu'on doit trouver des moyens pour compenser, atténuer le choc? Et donc là, il faut des ressources. Un mot rapidement, Bernard Thibault, parce que je voudrais que la salle ait le temps de vous poser quelques questions. Quand même, allez-y. Puis je ne vais pas priver la salle d'un débat démocratique, ce serait quand même un comble. Non, c'est un rapide commentaire à ce que Marisol Touraine venait d'indiquer à propos de la loi Larcher. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais peu importe. C'est vrai que la loi Larcher exclut le champ de la protection sociale comme devant faire partie de la procédure de consultation préalable, puisque ça a été limité. Bon, malheureusement, je dirais, parce que nous étions partisans à l'époque d'élargir le champ de cette obligation, mais on a exclu, le Parlement a exclu la protection sociale du champ de consultation préalable avant que le Parlement ne légifère pour le cantonner, le résumer au Code du travail. Et donc, il n'y a pas de procédure juridiquement imposée à un gouvernement. Ceci étant, la loi Larcher ne dit pas qu'un gouvernement ne peut pas se comporter de manière intelligente sur une... ça n'est pas précisé dans la loi.
Il n'est pas dit dans la loi que les gouvernements... voilà. Donc j'en appelle à l'intelligence politique. Est-ce possible ? Oui, mais à ce moment-là, pourquoi les organisations syndicales ne sont-elles pas toujours désireuses que cette procédure soit mise en place ? Encore une fois, je le répète, moi j'ai constaté que des organisations syndicales m'ont dit explicitement qu'elles considéraient qu'on était dans le champ de la concertation et pas de la négociation, et qu'elles ne souhaitaient pas de négociation formelle pour des raisons qui peuvent ensuite s'expliquer. Ah oui, mais après, le débat aussi à ce propos peut être public. Chacun prend ses responsabilités. Mais encore une fois, je pense que la nature du sujet même impose de trouver les formes qui permettent de s'assurer d'une adhésion suffisamment large à une réforme. Sinon, voilà. Alors, la population, oui. Encore qu'on parle des retraites, des salariés. On voit bien que le sujet est suffisamment complexe. Si on parle d'un système unique de retraite universelle à tout le pays, ça pose aussi des questions nouvelles d'articulation entre les différents régimes qui ont leur propre histoire, leur propre construction. Donc, les consultations, elles peuvent être aussi multiples. Est-ce qu'il y a... On ne peut pas répondre à ce genre de sujet, par exemple, par un référendum auquel deux questions, ou deux propositions de réponse seront suggérées, oui ou non. Voilà. Ça, on est d'accord. Mesdames, Messieurs dans la salle, est-ce que vous avez des questions pour l'un de nos trois intervenants ? Oui. Bonjour, Dominique Leclerc, ancien rapporteur vieillesse du Sénat. Juste une question à vous entendre parler, et devant toutes les réserves que vous émettez, et les difficultés sont grandes d'aller vers une réforme systémique, on pourrait croire qu'elle ne se justifierait plus aujourd'hui. Et M. Soubi, vous avez bien expliqué le contexte de la réforme de 2010. L'impératif financier suite à la crise de 2008 était tel que, même si le moment politique n'était pas très favorable, il y a eu un certain courage de proposer cette réforme. Madame Touraine, quand vous êtes arrivée en 2014, il existait dans la loi de 2010 ce fameux article 16, inscrit par le Sénat avec l'accord du gouvernement, qui prévoyait, à partir de 2013, une large concertation, réflexion, entretien, etc., avec les corps intermédiaires, etc., pour envisager d'arrêter toutes ces réformes paramétriques qui succédaient depuis un certain nombre d'années. Et pour nous, je pensais que le moment politique était favorable à votre arrivée, afin de prendre en compte cet article 2016 qui disait que cette concertation devait aller jusqu'au-delà des années 2020, vu la difficulté de l'opération. Et là, je crois que, bien sûr, votre réforme, tout le monde l'a acceptée, car vous avez rappelé les trois objectifs, ils étaient largement partagés. Et quand même, en 2010, c'est la majorité de l'époque qui avait inscrit les longues carrières, qui avait inscrit la pénibilité, qui avait inscrit de nombreux rapprochements de critères, justement, afin d'aller vers cette réforme systémique. Donc ma question est simple aujourd'hui, est-ce qu'elle se justifie J'en doute un peu au travers de vos propos. Marisol Touraine. Je ne suis pas certaine d'avoir compris si la question était « Est-ce que la réforme proposée par le gouvernement actuel se justifie à mes yeux ?» ou est-ce que elle se justifie tellement que pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait vous-même, puisqu'on avait tout réglé et que vous êtes arrivé et que vous avez fait juste... bon. Les deux, non, dit Monsieur Leclerc. Les deux, oui. Non, d'abord, en 2012, tout n'était pas réglé. Et le déficit, il était là. Les enjeux financiers, ils étaient là. Ils ne se comptaient pas en centaines de millions ou en quelques milliards. Ils se chiffraient en dizaines de milliards d'euros. Et donc, il fallait aller plus loin. Et je ne vais pas reprendre le débat parce que ça n'est pas l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Et je ne suis pas venue pour faire un débat partisan sur telle ou telle orientation. Mais il y a eu une très grosse discussion en 2012-2013, y compris avec les organisations syndicales et d'ailleurs au Parlement, sur la conception de la pénibilité. Et la pénibilité n'était pas entrée dans la loi de 2010 sous une forme qui paraissait juste, puisqu'elle était médicalisée, etc. Je ne rentre pas dans le débat. Donc c'était une conception totalement différente. Moi, je redis ma position
sur le moment actuel. Je n'ai pas, pour ma part, de réserve de principe à l'idée que l'on engage une réforme de structure et qu'on dise on va changer les choses. Encore une fois, une réforme, c'est un enjeu financier, est-il au rendez-vous? Non. Un enjeu de simplification, on peut aller plus loin. Je ne suis pas certaine qu'une réforme systémique soit nécessaire pour la simplification. Et puis ensuite, il y a la perception de l'équité et la transparence. Et là, clairement, il y a des progrès à faire. Et la réforme qui est proposée peut tout à fait aller dans ce sens-là. Donc moi, pour ma part, je ne vais pas être, incohérente. Je ne peux pas dire, en 2012, j'ai regardé si c'était jouable et puis j'ai vu que ce n'était pas jouable parce que financièrement, l'effort à réaliser était trop grand pour qu'on puisse à la fois mener l'assainissement financier et une réforme structurelle, et puis dire aujourd'hui, ce que je trouvais envisageable en 2012, je vais dire aujourd'hui que ça n'est pas envisageable. Donc j'ai une certaine cohérence, et donc je considère que sur le principe, cette réforme, même si elle ne me semble pas s'imposer au sens on pourrait vivre sans, je ne vois pas pourquoi il y aurait une opposition de principe. Ce que j'ai ajouté, c'est que les conditions, les paramètres, les éléments de solidarité, comment on calcule, comment on rapproche, en combien de temps on le fait, etc., quelle est comment est-ce qu'on fait en sorte que les carrières, les gens qui ont des emplois, par exemple, à temps très partiel, la situation des femmes, enfin, toutes ces choses-là, comment ça va être pris en compte, pour moi, sera un élément évidemment tout à fait important. Mais là, on rentre dans le contenu et on n'est plus sur le principe. On va prendre une dernière question de la salle. Monsieur, allez-y. Ouais, c'est une question et puis un petit peu aussi un petit témoignage personnel puisque je suis. Si vous voulez bien juste vous présenter, monsieur. Oui, justement, je voulais me présenter. Donc, moi, je suis comme Bernard Thibault, un ancien combattant. Donc, Jean-Louis Malice de la CFDT. Voilà. Et pour les téléspectateurs publics Sénat, c'est important. J'étais négociateur de ces différentes personnes et avec Bernard sur un certain nombre de réformes. D'abord, je pense que les réformes ont toutes été basées effectivement sur des raisons financières, mais toutes ont eu des colorations politiques. En 2010, il est évident qu'il y avait aussi, je le pense, une recherche d'affrontement. Vous l'avez quasiment dit, en expliquant que c'était inévitable. Je pense que le président voulait aussi, d'une certaine manière, un affrontement pour préparer aussi ces élections et expliquer qu'il était en capacité, lui, de mener les réformes jusqu'au bout. Donc il y a eu, pour moi, une volonté politique. Et de la même manière, quand Mme Touraine était ministre, il y avait une volonté d'éviter l'affrontement et de trouver des solutions et un consensus. Donc la vraie question qui est posée aujourd'hui au gouvernement, c'est est-ce qu'il est dans une logique pour se dire on va changer le système et il faut aller jusqu'au bout et ça sera une réforme punitive, ou est-ce qu'on fait une réforme qui nécessitera forcément du temps, de la concertation, et je pense qu'effectivement il ne suffit pas de réunir que les organisations syndicales je pense que le débat doit être un débat vraiment citoyen, assez large. Expliquer qu'il n'y a pas de notion punitive, expliquer qu'il faut du temps et expliquer qu'un régime universel n'est pas un régime uniforme. C'est-à-dire qu'il doit tenir compte d'un certain nombre de parcours professionnels et qui doit permettre aussi des choix. Donc moi, la vraie question que je vous pose en creux, c'est finalement, est-ce que la voie de l'intelligence, c'est la voie évidemment du compromis, et que le compromis nécessite du temps, surtout quand la situation financière est plus saine, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais il y a des marges. Donc c'est, à mon avis, le moment. Ceci dit, ce moment, s'il se fait maintenant, c'est parce qu'il y a des années où un certain nombre de personnes ont mis en perspective cette idée. Je pense à Piketty, je pense à Antoine Bouzio qui sera là cet après-midi. C'est quelque chose qui... François-Xavier Céléré parlait ce matin d'un paquebot. Oui, les retraites, ça se prépare très tôt en avant. Il faut y réfléchir très tôt pour pouvoir agir avec intelligence et chercher, un mot apparemment presque improbable, un consensus. Pourquoi pas? Voilà. Raymond Souvi. D'abord, je voulais dire à Jean-Louis Malice amicalement qu'il n'y a jamais eu la moindre volonté d'affrontement. Il y a eu simplement une obligation financière et il fallait avoir une réponse. Et ce qu'était la position de la CFDT, qui était commençons par regarder justement le système notionnel, c'était la position officielle de la CFDT,
entraîné une réponse qui était de dire nous ne sommes pas dans des temps et dans des exigences de temps telles qu'on peut le faire. Donc il n'y avait aucune volonté d'affrontement, il y avait la nécessité de répondre à une situation. Ce qui, par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce que c'est quand même notre débat, est-ce qu'il y a aujourd'hui une obligation de faire une réforme des retraites? Il y a sûrement des sujets à améliorer, bon, mais il n'y a pas d'obligation à faire une réforme systémique des retraites. Deuxième question que je me pose à moi-même, faut-il néanmoins écarter une réforme systémique? Non, parce qu'on peut dire justement que parce qu'il n'y a pas trop de problèmes, c'est le moment de la faire. Donc le raisonnement, comme vous le voyez, se retourne. Mais encore une fois, ce que j'ai constaté toujours sur toutes les questions de retraite, dans toutes les réformes successives, c'est qu'il n'y a pas de sujet plus conflictuel et il n'y a pas de sujet plus périlleux pour les politiques. Parce qu'il concerne tous les Français, dont chacun fait son calcul avec des perdants. Oui, le système de retraite, c'est le cœur de notre pacte social. Ça n'est pas le seul élément du pacte social, mais c'est un des piliers de notre pacte social. Et donc aujourd'hui, en revoyant de manière extrêmement profonde le système de retraite, il s'agit aussi de recréer du pacte social. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer les conditions ou les données du compromis. On dit aux Français, il y avait un système, c'était un contrat entre nous, on l'a fait évoluer, on l'a fait bouger, etc. On va changer le système et donc il faut recréer les conditions d'un contrat. Ça, je le crois très profondément. Et donc, la manière dont les choses vont se faire, parce qu'au fond, puisqu'il n'y a pas d'obligation, la dimension punitive, à mon avis, elle n'a plus tellement de raison d'exister. La question, c'est plutôt, est-ce que c'est de dire, je vais jusqu'au bout parce que c'est ma marque politique? Et est-ce que je vais jusqu'au bout, même si, alors même que c'est une chance d'une certaine façon inouïe, que de pouvoir faire une réforme sans pression financière et en se disant je réinvente en créant les conditions d'un nouvel accord, d'un nouveau contrat, d'un nouveau pacte social. Et les conditions du succès, c'est ça, c'est est-ce qu'on arrive à recréer un pacte social, c'est-à-dire avec des gens qui se disent je suis d'accord pour aller de l'avant pour plusieurs décennies autour d'un nouveau système. On arrive au bout de cette table ronde. Juste pour conclure, je voudrais un petit mot de chacun de vous trois au regard de votre expérience en matière de réforme des retraites. Si vous aviez un conseil à donner à Emmanuel Macron et à Jean-Paul Delevoye qui vous écoute, ce serait lequel, Bernard Thibault? Déjà, vous dire que je ne suis absolument pas convaincu à l'idée même qu'un conseil de ma part au président de la République puisse être utile. Donc, on ne sait jamais. Jean-Paul Delevoye vous écoute. Allez-y, tentez le coup, Bernard Thibault. Parce qu'il est là, lui. Lui, il est là. Non, je n'en aurais pas un en particulier. Je crois que l'échange m'a permis de développer un certain nombre de constats sur la procédure. Encore une fois, s'il fallait, à ce point, je ne me prononce pas, parce que, comme je vous l'ai dit, mon statut est un statut d'ancien combattant. Donc, par définition, ce n'est pas les anciens combattants qui décident de la stratégie pour les batailles à venir. Hein. Donc, je me garde bien de venir sur ce terrain-là. Mais moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il faille changer le système. Mais si débat il doit y avoir, et débat il y aura sans doute, encore une fois, ça ne peut pas être le résultat des procédures antérieures telles qu'on les a pratiquées pour apporter des modifications ou des réformes au mécanisme d'acquisition des droits à la retraite. C'est d'une toute autre nature, cette affaire. Donc il faut imaginer des procédures qui soient vraiment très différentes de ce qui a été pratiqué jusqu'à présent. Et moi, j'ose prononcer le mot négociation. Négociation. Ce qui veut dire un accord au final. Alors quels doivent être les acteurs susceptibles d'être impliqués dans cet accord? Mais un accord qui matérialise une majorité du pays favorable avec ce choix-là. Si ça n'est pas le cas, il faut aussi accepter
la perspective de faire le constat qu'il n'y a pas un accord suffisant pour ne pas chercher à l'imposer. Parce que, alors là, on est dans un... Bon, vous rappellerez d'autres anciens combattants à ce moment-là pour refaire le point de la situation. Marisol Touraine. Moi, je ne donne pas de conseils ni au président de la République, ni au commissaire. Je crois qu'ils mènent leur barque et ils ont à la mener eux et n'ont pas forcément besoin de conseils. La seule chose que je dirais, c'est au fond d'être positif. Notre pays a besoin d'optimisme et d'être positif. Et donc, encore une fois, mais je me répète, la chance, c'est que la contrainte financière n'est pas là. Et donc, ce qui serait terrible, c'est qu'on provoque des inquiétudes, des tensions, des difficultés, alors que ce peut être une réforme au sens purement positif du terme, de transformation d'un système. Et donc, tout l'enjeu, et c'est un bel enjeu, c'est un bel objectif, c'est d'arriver à rassembler les Français autour d'un projet d'avenir pour eux, pour l'amélioration de leur retraite ou de la façon dont ils voient le système de retraite. Et ça ne doit pas être, selon moi, une manière de dire que certains, aujourd'hui, auraient plus que d'autres, quand ça n'est pas toujours le cas. Voilà, soyons positifs. Et si les Français arrivaient à être positifs, ce serait pas mal. Raymond Soubi, on va terminer avec vous. Alors vous, en tant qu'ancien conseiller social d'un président de la République, ne me dites pas que vous n'avez pas de conseil à donner à Emmanuel Macron ou à Jean-Paul Delevoye. C'est au-dessus de ma condition. et donc, naturellement, je n'en donnerai pas. Moi, je n'ai rien contre la réforme systémique. Encore qu'on aurait pu encore attendre 30 ans avant de la commencer sans vraiment en souffrir exagérément. C'est la fin de l'histoire, je l'ai dit, la réforme systémique. C'est l'équivalent de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça se prépare. Comme ça, on ne va pas vers la fin de l'histoire comme ça, à pas presser. Donc, moi, si j'avais, non pas un conseil à donner, encore une fois, mais c'est de donner du temps au temps. C'est de ne pas se presser. Franchement, on n'est pas à 1 mois près, on n'est pas à 2 mois près, on n'est pas à un trimestre près. Et comme nous savons que nous avons un président de la République totalement déterminé et qui ne renonce jamais à ses idées, ça accrédite l'idée que avoir un peu plus de mois ne change rien à sa détermination. Mais en tout cas, ça peut changer beaucoup à la réussite. Merci. Ou à l'échec. Jean-Paul Delevoye, vous avez écouté avec une grande attention. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette table ronde. Et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis sur Public Sénat.